Xavier Philippe, le tueur d'associés. C'est comme ça que la presse l'a surnommé. Et c'est vrai que le sort s'est acharné sur tous ceux avec qui il était en affaire. La boîte de nuit de son frère jumeau a brûlé, la sienne aussi. Son premier associé a disparu. Le deuxième, un des rois de la nuit parisienne, a échappé à une tentative d'assassinat. Quant au troisième, il est mort, criblé de balles. Alors, Xavier Philippe, un homme qui porte malheur ou un criminel machiavélique qui a échappé pendant plus de 20 ans à la justice. C'est en enquêtant sur le meurtre d'un pâtissier du Marais que les policiers vont découvrir l'extraordinaire vie à tiroir de Xavier Philippe. Ce 17 mai 2005, comme tous les après-midi, les policiers du Val-de-Marne font leur ronde dans Sucy-en-Brie. Aux alentours de 15h, 15h05, on a reçu un appel par notre standard du commissariat de Sucy-en-Brie qui nous avisait qu'une personne avait découvert une personne allongée au sol dans un petit bois près du lycée Christophe Colomb à Sucy-en-Brie. Le petit bois du Piple, à quelques minutes de là. On a marché à peu près sur une 50aine de mètres et c'est là qu'on a découvert une personne gisant sur le sol. Cette personne avait des blessures au niveau de la tête. Ces blessures nous ont semblé très graves dans la mesure où il s'agissait de 2 orifices. Et puis en dessous du visage, il y avait une flaque de sang. Tout de suite, on a pensé que ça ne pouvait être que provoqué par une arme à feu. Dans la forêt, les policiers remarquent tout à coup quelque chose qui n'a rien à faire là. On a découvert un petit sachet en plastique qui se trouvait à proximité du corps de cet homme. Dans ce petit sachet en plastique se trouvaient des traces de poudre blanchâtre. Et on a également retrouvé de la poudre sur la végétation. Donc ça s'apparentait à de la drogue. Les policiers alertent le parquet de Créteil qui saisit dans l'urgence la brigade criminelle de Paris. Une demi-heure plus tard, les hommes du quai des Orfèvres débarquent à leur tour dans le petit bois de Sucy-en-Brie. On arrive à ce corps qui est allongé, qui est couché sur le ventre, légèrement en bascule sur son bras droit. On manipule et on va retrouver non pas 2 orifices, mais 3 orifices. Donc effectivement, il y en avait 2 sur l'arrière du crâne et un qui était un petit peu plus bas, moins visible, et que les premiers intervenants finalement ils sont passés à côté. 3 tirs. Les policiers fouillent les feuillages avec des chiens et des détecteurs de métaux, mais ils ne retrouvent ni armes, ni douilles. Puis ils examinent le crâne de la victime. On a des orifices qui sont de 5-6 mm. Pour nous, on n'a pas, en tout cas pour moi, il n'y a pas d'orifice de sortie, il n'y a que des orifices d'entrée, donc 3. Tout petit calibre, donc du 6,35 a priori, confirmé ensuite par la balistique. Si les douilles sont restées dans le barillet, c'est qu'il s'agit probablement d'un revolver 6,35, une arme ancienne qui n'est plus beaucoup utilisée. C'est une arme qui a pu être diffusée dans un certain volume à une époque, mais on est quand même sur la fin 19e, début 20e, sur quelque chose qui n'est pas forcément très pratique et qui n'a pas un grand intérêt sinon pour un collectionneur ou un passionné d'armes. Selon le médecin légiste, l'homme a été tué ici, entre 2h et 4h du matin le 17 mai. Le corps n'a pas été déplacé et il n'a pas été frappé. En retournant le corps, on va trouver un mégot de cigarette qui est coincé sous lui. C'est une cigarette à peine entamée, de même marque que le paquet qu'on va trouver dans ses poches. Pas de traces de lutte. Une cigarette à moitié consumée. Un casque abandonné près du corps et une moto garée sur le parking à 2 pas de là. Pour les policiers, la victime s'est aventurée dans ce bois au milieu de la nuit, en toute confiance.
On a effectivement un scénario a posteriori qui nous remet dans l'ambiance du moment où on se dit oui voilà, on a un type qui a cheminé visiblement de la moto jusqu'à l'endroit où il tombe, c'est là qu'il meurt et il est abattu de dos avec au moins 2 coups de feu. On est sur quelqu'un qui s'est fait abattre par un individu qui sans doute le connaissait. Effectivement, on pense à cette relation, à cette possibilité de trafic de cocaïne qui a mal tourné, ça se passe très souvent. Un consommateur ou peut-être un trafiquant de drogue. Les enquêteurs fouillent le sac et les poches de la victime. Dans ces vêtements, on va retrouver une pièce d'identité et la carte grise de la moto qui vont nous identifier notre victime comme étant Christophe Bell, domicilié rue Vieille du Temple. Nathalie Bell, vous êtes la sœur aînée de Christophe Bell. Comment avez-vous appris la mort de votre frère? Ma belle-sœur m'a téléphoné un matin à 6h15, le mercredi matin, c'est-à-dire le lendemain des faits. Et c'est elle qui m'a annoncé le décès de mon frère. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit on a retrouvé Christophe dans un bois tué par balle. Là, j'étais comme anesthésiée, je crois. Je n'ai pas compris. Après, elle m'a demandé, elle m'a dit qu'est-ce que je vais faire. Je lui ai dit écoute, je ne sais pas, mais je ne comprenais rien. Mais quel âge avait-il, votre frère? Christophe avait 40 ans. Il était marié, il avait des enfants, il vivait avec Sandrine, il avait 2 enfants, il vivait à Courbevoie dans un appartement, une vie simple. Et quel genre d'homme était-il? C'était un artiste, un passionné par son travail. Il avait consacré tout son temps à fabriquer des gâteaux. Il était naïf, oui, artiste. Et il avait toujours eu envie comme ça de faire des gâteaux? Très tôt, vers l'âge de 10 ans, il avait dit qu'il serait pâtissier. À 14 ans, il a pris une orientation, il était pré-apprenti et après il a fait son apprentissage et voilà, il a été diplômé, il n'a fait que ça. Vous avez été entendu par les policiers, ils vous parlent de votre frère et qu'est-ce qu'ils veulent savoir en fait? Ils ont voulu savoir s'il se droguait, ils ont voulu savoir s'il jouait, de l'argent. Il y avait des zones d'ombre dans sa vie? Non, il n'y avait pas d'ombre du tout. Il avait une vie simple, rangée. Il allait à la messe le samedi soir parce qu'il ne pouvait pas y aller le dimanche matin. Mais non, c'était une vie très tranquille. L'adresse de la carte d'identité conduit les policiers dans le quartier du Marais à Paris, devant une boulangerie-pâtisserie plutôt en vogue. C'est un milieu qui, a priori, n'est pas un milieu de voyous. C'est un commerce qui a pignon sur rue, qui marche bien, qui est implanté dans le 4e arrondissement. Avec une victime qui est finalement un pâtissier reconnu, et c'est plutôt positif. On n'est pas finalement sur un voyou, sur un trafiquant de drogue, on est loin de cette idée-là. Mais quand le laboratoire analyse la poudre blanche découverte près du corps de Christophe Bell, il trouve bien de la cocaïne. Pour en avoir le cœur net, les policiers soumettent un cheveu de Christophe Bell à un test toxicologique. Alors en fait, il faut savoir que les éléments pileux sont des réservoirs à toxines. Donc ça s'élimine de façon très longue et le fait de prélever effectivement un poil ou un cheveu, on peut révéler avec des analyses de labo la présence encore longtemps après de prises de produits stupéfiants. C'est bien sûr ce qu'on a fait, on n'a trouvé aucune prise de produits stupéfiants des mois en arrière. Christophe Bell vit à Courbevoie, à l'ouest de Paris, avec ses enfants et sa compagne. La perquisition à son domicile n'a permis de découvrir aucune trace de stupéfiants. Il n'y avait pas d'enrichissement récent de la part de Christophe Bell. Il avait un loyer à payer. Donc nous n'avons trouvé aucun lien entre Christophe Bell et la piste stupéfiant. Les policiers du 36 ne sont pas vraiment surpris. En fait, ils ont trouvé la scène de crime bizarre dès le départ. Avant d'aller au corps, il y a ce chemin et qui donne vraiment l'idée d'une scène de crime qui fait un peu crime en scène.
sur tous les croisements ou les orientations à prendre de ce chemin, on va trouver un indice qui va nous conduire à prendre la bonne direction. On va trouver un petit sachet, on va trouver du saupoudrage avec des petits caillots blancs encore sur le côté du chemin. Il est rare, malgré tout, dans les affaires de règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants, de trouver d'emblée de la poudre éparse. Et notre habitude en matière de crime était d'imaginer que cela pouvait être effectivement des artifices destinés à détourner l'attention, à mener les enquêteurs sur une fausse piste. On enquête dans le voisinage de Sucy-en-Brie, on se renseigne de la possible implantation d'un trafic sur place, de personnalités qui se livrent au trafic de stupéfiants. Est-ce que ce bois est connu pour être un lieu de vente? En fait, tout ça, non. À cet endroit précisément, non. Aucun trafic de stupéfiants connu. Non, rien du tout, non. Ça va conforter notre idée du début qui nous fait penser à un jeu de piste qui va nous conduire jusqu'au corps qu'on veut forcément nous voir découvrir. Une mise en scène. Les policiers n'ont pas d'armes, pas d'empreintes, pas de traces ADN, juste une énigme. Ce pâtissier assassiné en pleine nuit de 3 balles dans un sous-bois où il n'allait jamais. Deuxième jour d'enquête. Au 36 quai des Orfèvres, on reconstitue l'emploi du temps du pâtissier. D'après sa compagne, Christophe Bell s'est levé tôt cette nuit du 17 mai, vers 2h du matin. Et il est parti en moto comme d'habitude pour aller de Courbevoie à la pâtisserie en plein cœur de Paris. Sucy-en-Brie n'est pas du tout sur sa route. On est à l'opposé de Courbevoie, on est vraiment dans un rayon très loin de la rue Vieille du Temple dans le Marais. Christophe Bell, effectivement, conduisait la moto, mais c'était pour des trajets toujours calculés, c'était quelqu'un qui se perdait facilement, il a le même sens d'orientation que moi, très mauvais. Il aimait pas trop sortir un peu de son périmètre et se retrouver à 20 km de Paris, dans un bois, après un petit chemin qu'il faut encore trouver dans la nuit, si on s'en réfère aux heures à peu près du décès possible, ça colle pas. Les employés de la boulangerie ainsi que son associé Xavier Philippe confirment tous que Christophe Bell devait venir travailler vers 4 heures pour lancer la première fournée de pain. Je suis arrivée le matin, le boulanger n'était pas là, tout était fermé. Je suis montée, j'ai tapé. Il m'a dit non, que c'était pas lui qui devait ouvrir, c'était Christophe. Bon, peut-être qu'il est en retard. Et donc on a ouvert avec le boulanger. À 7 heures, il n'y avait pas de Christophe. Xavier, il est arrivé, on a commencé à chercher partout. Il a appelé les commissariats, il a appelé, il a appelé tous ceux qui pouvaient appeler. Et, personne n'avait les nouvelles de Christophe. Là, on a commencé à s'inquiéter. La chose à laquelle tout le monde a pensé, c'est un accident, parce qu'on ne voyait pas comment il aurait pu arriver en retard. Non, Christophe n'arrivait jamais en retard. Jamais, jamais. Puis, après, vers 18h, il y a une de mes collègues qui m'a appelée en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Christophe, il est mort. Bon. Alors tous les gens de la boulangerie, la première réaction, ça va être une réaction très affective. Ils vont être vraiment très perturbés par la mort de Christophe Bell. Quand ils vont savoir en plus que c'est un meurtre, qu'on n'est pas sur un accident de la route, ça va les choquer évidemment. Et puis là, à nous aussi d'arriver à les calmer un petit peu, d'engager une discussion et de leur mettre en avant qu'on a besoin, nous, d'avancer et de trouver celui qui l'a tué. Il faut savoir dépasser ça et puis aller investiguer et puis pousser nos témoins à raconter et puis à nous donner de la matière, puisqu'on ne connaît pas Christophe Bell au départ. Peu à peu, le portrait du pâtissier se dessine. Pas de double vie, une vie rangée, une épouse qu'il aime, avec qui il a un enfant, une vie à Courbevoie. On est sur quelqu'un, un travailleur, un passionné de pâtisserie, et tous ces employés vont en plus nous dire que c'était quelqu'un de très bien, de très agréable, attentionné. L'ambiance était vraiment familiale. On se sentait vraiment bien à la boulangerie. C'était comme si on était à la maison. Il n'y avait pas de barrière patron, employé. C'était vraiment un lieu convivial.
Les patrons, ce sont Christophe Bell et son associé Xavier Philippe. Ils se sont rencontrés à la fin des années 90 quand Christophe réalisait des pâtisseries excentriques pour le Banana Café, un bar branché du milieu gay. Tout le monde raconte que Christophe Bell avait des doigts en or. Il sculptait des pièces montées en sucre, comme ce gâteau violon pour l'anniversaire de Catherine Lara. Il savait vraiment se servir de ses mains. Et il faisait vraiment de belles choses. En 2000, Christophe et Xavier décident de monter une société ensemble, l'Avion Délices, une boulangerie haut de gamme, dans laquelle ils se partagent le travail. Xavier Philippe, lui, s'occupe plutôt du volet comptabilité. C'est lui qui effectivement, au départ du commerce, va apporter finalement une grosse partie de la mise de fonds. Christophe Bell se chargeant finalement de payer en nature, c'est-à-dire avec son talent de pâtissier. Ils sont bien associés, en tout cas chacun sa partie, et puis ça marche pas mal. Ils s'entendaient très bien, on croyait presque que c'était des frères. Ça marchait bien, franchement, ça marchait bien. Peu à peu, les langues se délient. Xavier Philippe et les employés de la boulangerie se souviennent. Il y a quelques mois, Christophe Bell a été victime de plusieurs agressions. Les pneus de sa moto ont été crevés et il a reçu de nombreux appels téléphoniques malveillants. Il y a eu également, dans le même temps, des dégradations dans la boulangerie, dans une réserve de la boulangerie qui a été saccagée. Christophe Bell s'était confié à ses employés. Il savait qui lui en voulait. Un certain Monsieur F, son rival, un pâtissier avec lequel il était en conflit commercial. À la brigade criminelle, on se lance donc sur la piste de ce Monsieur F. Et là, surprise. Le corps de Christophe Bell a donc été découvert à Sucy-en-Brie, dans un sous-bois. Et on va s'apercevoir, en travaillant sur le pâtissier en question, qu'il élit domicile, donc à quelques encablures de ce sous-bois, dans la même commune, ce qui évidemment est intéressant. Il habite à 200 mètres du bois du Piple. Effectivement, l'objectif est trop beau. On a un mobile, si vous voulez, à une dispute et à finalement un règlement de compte entre personnes entre qui ça va pas très bien. Le 20 mai à 6h du matin, les policiers débarquent donc chez le boulanger à Sucy-en-Brie. Nous sommes retrouvés face à son épouse, qui nous a dit immédiatement que son mari n'habitait plus là, qu'il avait changé de vie et qu'il habitait à l'autre bout de Paris, donc à Colombes, ce qui est effectivement radicalement à l'opposé de Sucy-en-Brie. Monsieur F n'avait pas fait le transfert de son adresse officielle. Voilà 4 ans qu'il vivait ailleurs. Les policiers repartent donc, direction Colombes cette fois, pour l'arrêter. On lui explique la raison de notre présence. Lui va nous expliquer de manière orale qu'effectivement il est indifférent avec Christophe Bell, mais qui n'engendrerait jamais un conflit ou des extrémités telles que celle de l'assassiné. Monsieur F est placé en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Il dit qu'il n'avait aucune raison de commettre ces dégradations pour un motif aussi futile. Et il dira également par la suite que s'il avait voulu assassiner Christophe Bell, jamais il l'aurait fait à proximité de son domicile, tout du moins officiel, même si ce n'est plus celui où il habite réellement, mais c'est le domicile déclaré. On le ressent comme un homme entier qui n'a visiblement pas la volonté de dissimuler quoi que ce soit. Monsieur F était en Normandie la journée du 16, puis il a passé la nuit des faits chez lui avec sa compagne et s'est rendu à sa boulangerie au petit matin. Monsieur F a un alibi. Au terme de la garde à vue, nous n'avons aucun élément à charge contre lui. Monsieur F est libéré, mais juste avant de quitter le quai des Orfèvres, l'ancien rival de Christophe Bell donne son sentiment personnel. Il trouve quand même très étonnant que l'exécution se soit passée à quelques centaines de mètres de son domicile.
Il va jusqu'à émettre l'hypothèse que c'est sciemment que on veut essayer, que la personne, que l'auteur veut orienter les enquêteurs sur sa piste, sur lui. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas habituel, c'est un peu trop facile et puis les éléments vont pas ensemble. Une fois de plus, les enquêteurs ont le sentiment d'être manipulés et ils ne voient pas comment Christophe Bell, qui n'a aucun sens de l'orientation, a pu quitter Courbevoie en pleine nuit et atterrir à l'opposé, à Sucy-en-Brie. Cet élément qui est quand même intéressant laisse supposer que soit Christophe Bell n'est pas venu tout seul sur les lieux du crime, soit qu'il a été accompagné, guidé, et que forcément c'est quelqu'un qu'il connaissait, qu'il appréciait, en qui il faisait confiance. Nous avons pensé rapidement que c'était quelqu'un de son entourage qui pouvait être lié à son assassinat. Qui a donc attiré Christophe Bell dans le guet-apens de Sucy-en-Brie? Le 24 mai 2005, une information judiciaire contre X est ouverte pour assassinat. La crime va passer au crible tout l'entourage du pâtissier, sa famille, ses amis, ses employés et son associé. L'associé, il se présente à nous. Au premier appel, il est là. Il aborde déjà un visage très empathique. Il est désespéré. Il a perdu un ami. Et il a en plus la voix de cet ami sur son téléphone portable. Il nous parle d'un message laissé par Christophe Bell sur son téléphone portable la nuit même. Et il nous le fait écouter. Bon, à tout de suite. Je suis là dans 5-10 minutes. Salut. Xavier Philippe nous dit d'emblée que pour lui, ce message ne lui était pas du tout destiné, que le Christophe Bell certainement s'est trompé d'interlocuteur. Christophe Bell a laissé ce message à 2h55 du matin depuis Courbevoie, sans doute juste avant de partir à moto. Pour Xavier Philippe, c'est sans doute une erreur de manipulation. Seulement voilà, les policiers ont déjà récupéré et examiné le portable de Christophe Bell. On va lui indiquer quand même que le numéro composé figure dans le répertoire de Christophe Bell entre le numéro de son domicile et un autre numéro qui lui appartient également. Donc l'erreur de manipulation, on essaie de lui dire c'est pas trop crédible. Certes, c'est Xavier Philippe qui a parlé de ce message très spontanément. Mais dès cette première audition, le ton de la conversation change. On s'intéresse toujours aux policiers, au dernier correspondant d'une victime. C'est une indication, c'est 5-10 minutes d'un rendez-vous qui est fixé entre deux personnes. On a une mort dans un délai très proche, il y a un souci. Nous pensons d'emblée, non pas à l'erreur, mais au fait que Christophe Bell ait eu bel et bien rendez-vous avec Xavier Philippe. Xavier Philippe est de nouveau interrogé, cette fois sur son emploi du temps. Que faisait-il la nuit du 16 au 17 mai? Xavier Philippe a le plus vieil alibi du monde. J'étais chez moi, dans mon lit, et je dormais à côté de ma femme. Mais de toute façon, j'avais pas rendez-vous avec lui. Moi, j'étais chez moi, je dormais. De toute façon, mon portable était coupé. Et je n'avais absolument pas rendez-vous avec Christophe. Donc, je comprends pas du tout pourquoi il a laissé un tel message. Sa compagne conforte cet alibi en expliquant qu'elle a le sommeil léger. Si jamais Xavier Philippe s'était réveillé, serait sorti, elle s'en serait aperçue. Les policiers ne sont pas vraiment convaincus, d'autant que ce message téléphonique est le premier élément matériel depuis la mort de Christophe Bell. Alors, ils insistent. C'est vrai qu'on le presse à expliquer ce message, ce qui est naturel. Là, j'ai pas de reproche à faire à la police. C'est quand même 3h du matin, je suis là dans 10 minutes, 12 heures plus tard, 15 heures plus tard, on le retrouve mort. On sait qu'il a été tué avant 5 heures. C'est une charge indéniable. Donc évidemment, il est pressé, on lui demande de s'expliquer sur ce message. Il va prétendre que Christophe Bell l'appelait fréquemment la nuit, qu'il pouvait l'appeler et lui avoir laissé un message sans pour autant avoir rendez-vous avec lui. Le fait est que les vérifications téléphoniques ont été effectuées. Nous sommes aperçus que c'était faux, à savoir que dans les derniers mois, jamais Christophe Bell, même dans la dernière année, Christophe Bell n'avait appelé Xavier Philippe durant la nuit. Il essaye de collaborer et de trouver une explication.
Et ça va l'enfoncer parce qu'aucune explication n'est véritablement la bonne. Et en plus, la seule qu'attend les enquêteurs, c'est « j'avais bien rendez-vous avec lui ». Xavier Philippe, l'ami, l'associé de Christophe Bell, est désormais dans la ligne de mire des policiers. Mais il leur manque encore l'essentiel, des preuves et un mobile. Un mois après le crime, un nouvel élément conforte leur intuition. La femme du pâtissier découvre que le bénéficiaire de l'assurance décès de son mari, ce n'est pas elle, c'est Xavier Philippe. Nathalie Bell, vous étiez très proche de votre frère, et cette assurance décès prise au nom de Xavier Philippe, est-ce que ça lui ressemble ? Mon frère m'avait téléphoné un mardi soir, alors qu'il se rendait chez Xavier Philippe, pour contracter une assurance pour Sandrine et les enfants. Il m'avait dit il faut que je les mette à l'abri du besoin s'il m'arrivait quelque chose. Donc je lui dis évidemment oui, parce que je lui dis tu fais ton trajet en moto, il est évident qu'il peut t'arriver quelque chose. Donc je connaissais évidemment cette assurance. À partir du moment où vous avez découvert le nom de Xavier Philippe sur cette assurance décès, qu'est-ce que vous avez pensé ? J'ai pensé que ce n'était pas possible. J'ai pensé qu'il y avait une erreur quelque part. Et j'ai commencé à douter. J'ai commencé à penser qu'il y avait quelque chose et qu'il était sans doute responsable de quelque chose qui n'était pas très clair, quoi. Alors comment on peut expliquer ça ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Mon frère s'occupait de la boutique, donc il était au rez-de-chaussée, il faisait ses gâteaux toute la journée, et Xavier était payé pour s'occuper de l'administratif. Donc un jour, Xavier Philippe a demandé à mon frère de venir signer les papiers d'assurance. Mon frère a signé, a mis la date, a signé, sans savoir vraiment ce qu'il signait. Il y avait plusieurs contrats, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour lui, je pense. Et donc il a signé en faisant entièrement confiance à Xavier Philippe, sans le moindre doute, et puis en lui demandant sans doute de compléter et de les envoyer. Xavier Philippe aurait-il tué Christophe Bell pour toucher son assurance décès ? Les enquêteurs se penchent sur le contrat. Le montant de l'assurance décès est de 41 000 €. Pas beaucoup pour en faire le mobile d'un assassinat. Et Xavier Philippe a l'air réellement surpris de voir son nom sur ce document. Pour trancher, les enquêteurs font appel à un graphologue. Des expertises ont été entreprises, mais la signature est bien celle de Christophe Bell. Mais si ce n'est pas un faux, pourquoi Christophe Bell a-t-il signé cette assurance contraire à ses intentions ? Le mobile du crime, on dit toujours chercher le mobile, chercher l'argent, chercher la femme. Là, on est clairement sur l'argent, on n'est pas du tout sur la femme. L'argent, il est dans les tiroirs-caisses de l'avion d'hélice. Depuis un mois, les policiers n'ont pas lâché la pression sur la boulangerie. Et cela finit par payer. C'est petit à petit, finalement, qu'on va, au fil des auditions, au fil de nos passages, puisqu'on passe quand même assez souvent dans la rue, on va les voir, on prend la température, on demande s'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on apprend avec les employés que depuis 2 semaines, 3 semaines, Christophe Bell, il était plus tout à fait pareil, il était énervé, il commençait à vérifier les comptes, il posait des questions aux salariés, comment ça se passe. Une employée s'était entretenue avec Christophe. Celui-ci lui avait demandé de surveiller un peu plus sa marchandise parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un écart entre les recettes de la boulangerie et la production de la marchandise. L'employé n'a pas eu le temps d'effectuer cette vérification. Christophe Bell a été assassiné entre-temps. La brigade criminelle plonge son nez dans les comptes. Depuis quelques années, le chiffre d'affaires de la boulangerie augmente régulièrement. Mais bizarrement, dans le même temps, le bénéfice chute. Comme si quelqu'un piquait largement dans la caisse. On a interrogé les employés sur cet aspect-là, à savoir qui pioche dans la caisse, de quelle manière, comment ça se pratiquait. Selon les employés, Christophe et Xavier s'autorisaient à prendre du liquide dans la caisse. Mais en pratique,
les deux hommes ne se comportaient pas du tout de la même manière. Le fait est que Christophe Bell piochait occasionnellement dans la caisse d'après les témoignages, mais c'était de l'ordre d'un billet de 20 €. Xavier Philippe est le seul, en réalité, à prélever de manière massive. C'est assez logique, puisque c'est le comptable de la société. Il prélève dans la caisse, il relève la caisse très très régulièrement, et ensuite il en fait son affaire. Les tickets de caisse, ils sont arrêtés à une certaine heure. On sait que l'associé, il a la main mise dessus, il se sert, il arrête les comptes à telle heure, et puis le reste, ça n'apparaît pas sur les tickets Z, comme on les appelle. Les policiers estiment que Xavier Philippe détournait entre 200 et 500 € par jour, soit 6 000 à 12 000 € par mois. Des ponctions que Christophe Bell avait, semble-t-il, fini par remarquer. Christophe Bell avait, à mots un peu voilés, parlé à plusieurs. D'abord sa compagne. Sa compagne savait qu'il vivait pas bien dans ces derniers temps et qu'il avait, pour la première fois, un discours un peu critique à l'égard de Xavier Philippe. Il faut savoir qu'il avait décidé de travailler tout seul et de se séparer de son associé, ce qui n'est pas normal si on s'entend très bien avec son associé. Ensuite, il avait dit à sa compagne qu'il avait des doutes sur l'honnêteté, et c'est peu dire, de Xavier Philippe, mais également au personnel, qui est témoin d'accrochages entre eux, de propos un peu verts de Christophe Bell à l'égard de Xavier Philippe. Il avait dû commencer à s'en ouvrir à Xavier Philippe, et nous pensons bien évidemment que c'est une des raisons majeures pour laquelle Xavier Philippe a dû s'inquiéter, paniquer, puisque si tout était découvert au moment de leur séparation, les choses allaient être pour lui dramatique. On a un mobile, effectivement, on a un suspect en tout cas. Dans les bureaux du quai des Orfèvres, Xavier Philippe le reconnaît. Oui, il y avait du black à la boulangerie, comme dans beaucoup de petits commerces. Mais ça ne fait pas de lui un tueur. Xavier Philippe disait qu'il prenait chaque mois 2 000 € pour payer 1 000 € à Christophe et 1 000 € à lui-même, plus une partie supplémentaire pour payer des heures supplémentaires ou des primes aux salariés, et également pour payer certains fournisseurs qu'on ne payait pas intégralement de façon officielle. Bon. Il en avait conclu que les ponctions correspondaient à environ 8% du chiffre d'affaires. Donc les montants hallucinants, puisqu'on a parlé de jusqu'à 10 000 € par mois qui se seraient mis dans la poche, qui sont affirmés noir sur blanc dans le dossier par la brigade criminelle, ne tiennent pas. Xavier Philippe et sa défense le martèlent. Il n'y a aucune raison de le soupçonner. Mais les hommes de la brigade criminelle n'en démordent pas. Ils pensent que Xavier Philippe s'est débarrassé de Christophe Bell par appât du gain. D'ailleurs, depuis le début de leurs investigations financières, Xavier Philippe se comporte d'une drôle de manière avec ses employés. Chaque audition, effectivement, donnera lieu à quasiment un contre-interrogatoire de la part de l'associé au retour à la boutique. Évidemment, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont une piste? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, effectivement, ça nous est rapporté à l'audition suivante. Ça énerve le sens policier. On se dit, il va falloir arrêter tout ça. Dominique, certes, Xavier Philippe tapait dans la caisse. Ça fait quand même pas un mobile. Ça fait pas un mobile, Frédéric, mais les policiers de la crime pensent quand même que le mobile, il se situe autour de l'argent. Et bien plus d'argent que quelques billets que Xavier Philippe irait piquer dans la caisse de la boulangerie. Pour les policiers de la crime, l'hypothèse, elle est celle-ci. La boulangerie, l'avion d'hélice, est à vendre. Un acheteur s'est manifesté et il achète la boulangerie pour 460 000 €. Les deux associés, Xavier Philippe et Christophe Bell, ont décidé, c'est un accord verbal, de faire moitié-moitié, 230 000 chacun. Mais au départ, il y en a un qui a porté 75%, Xavier Philippe, et l'autre 25%, Christophe Bell. Si Christophe Bell disparaît, Xavier Philippe n'est pas obligé de respecter cet engagement moitié-moitié. Il peut prendre les 25% de Christophe Bell. Donc, il gagne 115 000 €. Déjà, 115. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. On sait que, l'acheteur le dira plus tard, un dessous de table avait été prévu, de 100 000 €, qui devait être partagé aussi.
Si je suis moi Xavier Philippe et que je veux garder la part de mon associé décédé, disparu, Christophe Bell, eh bien je gagne 50 000 € de plus. 50. Ensuite, Christophe Bell, il avait un compte, une assurance personnelle de 41 000 €. Et puis il avait aussi une assurance professionnelle de 60 000 € qui était doublée en cas de mort accidentelle ou de mort violente. Et qui est le bénéficiaire? C'est Xavier Philippe. 41 000 plus 120 000. D'accord? Ensuite, ils ont un compte associé sur lequel il y a 120 000 €. Et les policiers de la crime pensent que Xavier Philippe, il n'allait pas donner à la veuve de Christophe Bell les 60 000 €, la moitié du compte associé, qu'il allait les garder pour lui. Donc ça fait 62 plus. Et au total, ça fait 386 000 €, Frédéric. Pour les policiers de la crime, le mobile, il est là. Maître Frédéric Beaulieu, vous êtes l'avocate de Xavier Philippe. Les policiers pensent avoir trouvé le mobile du crime, l'argent. Qu'est-ce qu'il en dit, votre client? D'abord, ce qu'ont raconté les policiers sur le plan financier est faux. Et faux, pas uniquement parce que je le dis, mais parce que la chambre financière spécialisée en la matière du tribunal correctionnel de Paris l'a dit. Et on est arrivé... Par exemple, est-ce que vous pouvez nous les détailler? Je vais vous donner des choses très précises. Par exemple, les policiers disaient, oui, nous avons rapporté la preuve que Xavier Philippe détournait à son profit parfois jusqu'à 150 000 € par an chaque année dans la boulangerie. Le tribunal a dit pas du tout. Il y a eu des détournements pour 45 000 € à peu près en moyenne par an. Ces 45 000 € étaient partagés entre Xavier Philippe et Christophe Bell qui faisaient du noir. Donc si vous voulez, il y a eu une enquête sur tout cet aspect financier qui d'abord a été fait de manière totalement partiale et partielle dans l'unique but de faire la démonstration qui était l'a priori des policiers, qui était que tout ce qui était financier devait rapporter à Philippe et uniquement à lui, ce qui était erroné. Dans le cadre de la vente de la boulangerie, les policiers imaginent, par exemple, que le dessous de table ne sera pas versé à la compagne de Christophe Bell, etc., etc. C'est-à-dire Tout à fait, mais alors, là encore, c'est très intéressant, c'est que les gens sont venus témoigner, je répète, celui qui devait acheter la boulangerie d'une part, Sandrine, la compagne de Christophe Bell, que Xavier Philippe s'était engagé, et devant Christophe Bell, à ce que tout ce qui était dessous de table soit partagé entre les deux. Donc tout ça est tout simplement inexact. Les policiers ont quand même noté que Xavier Philippe avait un compte associé bien plus fourni que celui de Christophe Bell. Absolument. Xavier Philippe avait apporté de l'argent dès le départ alors que Christophe Bell n'en avait pas apporté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait eu un accord entre eux. Christophe Bell, à cette époque, avait des problèmes assez sérieux avec la mère de son premier enfant, qui avait lancé contre lui un certain nombre de procédures pour récupérer des pensions alimentaires impayées, etc. Et il ne voulait pas qu'apparaissent sur son compte courant des sommes qui auraient pu être saisies. Il y avait donc eu un accord entre les deux associés. C'est tout. Mais il y avait bien une assurance décès au profit de Xavier Philippe. Il y avait des assurances croisées entre les deux associés, qui faisaient que si l'un décédait, les assurances devaient rembourser les emprunts qui étaient encore en cours. Manifestement, il y a eu une erreur puisque ces assurances ont été signées en même temps que d'autres. Il y a eu une erreur de la part de Christophe Bell. Et dès que cela a été découvert, Xavier Philippe est allé voir Sandrine pour le lui dire spontanément et pour lui dire qu'il n'y aurait pas de difficulté et que ce serait bien évidemment elle qui toucherait ces sommes. Ce qu'elle a également indiqué au service de police quand elle a été entendue la première fois. Donc selon vous, Xavier Philippe n'avait aucun intérêt financier à la mort de Christophe Bell. Christophe Bell avait réussi à trouver un acheteur extrêmement intéressant qui leur achetait cette boulangerie pour un prix important, plus important que celui du marché. Et il était évident que le décès de Christophe Bell dans de telles conditions, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, entraînerait la rupture de ces pourparlers, parce que vous pensez bien que dans ce contexte-là, la vente de la boulangerie, elle a été totalement bloquée, et de ce fait, cette vente ne s'est pas faite. C'était bien plus dommageable pour Xavier Philippe que n'importe quoi d'autre. Et Xavier Philippe, lui aussi, voulait vendre la boulangerie. C'était leur projet commun de vendre. Xavier Philippe a beau s'en défendre,
Les policiers sont convaincus que le pâtissier a été tué pour des raisons financières et que son associé n'y est pas pour rien. Le message téléphonique laissé en pleine nuit, les détournements d'argent, l'assurance décès, un faisceau de présomptions qui pèse lourd. Mais il manque encore une preuve. Les policiers veulent en savoir plus sur leur suspect numéro 1. Car au premier abord, c'est un homme bien sous tout rapport, un type sympathique même, qui nie farouchement son implication dans la disparition de son ami. Effectivement, charmant au départ, Xavier Philippe, entendu à de nombreuses reprises, il y met beaucoup de bonne grâce, il apporte des détails, il a un visage toujours très positif, mais l'audition de ses proches, l'audition des anciennes personnes avec qui il a pu travailler, nous fait découvrir un personnage complètement différent. Toutes les déclarations nous font ouvrir le livre un petit peu de la vie de Xavier Philippe, et on va découvrir un personnage dont la vie est égrenée de soucis. Xavier Philippe a déjà fait pas moins de 6 allers-retours en prison pour des faits de vol, port d'armes illégales, falsification de chèques, coups et blessures volontaires. Je suis très étonné de la diversité et de l'importance des affaires dans lesquelles son nom apparaît. Et certaines laissent supposer que nous pouvons avoir affaire à quelqu'un de retors, d'intelligent, de machiavélique. Les policiers de la crime remontent le temps jusqu'à la jeunesse orléanaise de Xavier Philippe. Né en 1956, il a grandi à Orléans dans un milieu plutôt bourgeois, aux côtés de son frère jumeau Bertrand. Une enfance classique, mais dans l'ombre d'un frère un peu trop lumineux. On a Bertrand qui est rond de caractère, aimable, courtois, qui a beaucoup d'entre-gens et qui est plutôt beau mec. Et puis on a un personnage plus sec et assez ombrageux. C'est deux personnages assez différents. Bertrand avait vraiment cette gueule d'ange, de poupon, avec vraiment un regard bleu, toujours le grand sourire, et quand on le voyait, on lui serrait la main, il se passait quelque chose. Au début des années 80, le jumeau de Xavier Philippe, Bertrand, crée une boîte de nuit à Orléans, le Quiproquo. C'est une boîte grande, avant-gardiste. Puis à Orléans, c'était un événement, quoi. C'est-à-dire que la grande nouveauté est le lieu de place to be, le lieu où tout le monde voulait aller. Bertrand Philippe, il fait partie de ceux qui véritablement ont impulsé le renouveau de la ville d'Orléans. Xavier lui enchaîne les petits boulots. Carrossier, prof d'arts martiaux, vendeur, il galère. À Orléans, tout le monde connaît Bertrand, mais personne ne sait qui c'est Xavier Philippe. J'avais déjà entendu parler de Xavier Philippe parce qu'il était le frère de quelqu'un que je connaissais. Mais là où véritablement j'ai été amené à m'y intéresser professionnellement, c'est quand il a mis le feu à la boîte de son frère. Le 22 août 82, en pleine nuit, le quiproquo brûle. À l'époque, Alain Bilcard était commissaire à la crime d'Orléans. Ils ont trouvé sur les lieux de l'incendie des gants et des chaussures à moitié calcinées. Et donc ils en ont déduit tout de suite que l'auteur de l'incendie s'était brûlé. Et donc on a fait les hôpitaux de la région qui traitent des grands brûlés. C'est à Tours qu'on a retrouvé la trace de Xavier Philippe, à savoir le frère du propriétaire de l'établissement. Et qui était gravement brûlé, oui, à 45%, je crois, donc, et qui a conservé les stigmates sur son visage de cette aventure. L'assurance de la boîte de nuit est au nom de la famille Philippe. Le soupçon d'escroquerie à l'assurance plane. Xavier Philippe a 26 ans et il est condamné à 4 ans de prison pour incendie volontaire. À sa sortie, il lance une boîte de nuit comme son frère, la Péniche, un bateau amarré sur les quais de la Loire à Orléans. Mais le 22 août 86, la Péniche brûle à son tour. Évidemment, tous les gens qui avaient mauvais esprit se sont dit « Tiens,
ça recommence, parce que 86-82, c'est pas si loin, la mémoire fonctionne encore. Il s'est avéré que quelqu'un que Xavier Philippe avait rencontré lors d'un de ses séjours en prison était responsable de l'incendie de la péniche. Donc, ça a fait porter un certain nombre de soupçons sur Xavier Philippe, évidemment, en tant que commanditaire. S'agissant de la propriété de sa mère, il y avait une grosse assurance à la clé. J'avais donc supposé qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie à l'assurance. À l'issue de l'enquête, il est certain que j'avais la conviction que Xavier Philippe avait commandité cette affaire. Encore un incendie, encore un soupçon d'escroquerie. Mais au procès de 88, Xavier Philippe est relaxé et définitivement blanchi. Il s'avérait qu'en réalité, c'est pas lui qui touchait l'assurance. Ce qui fait que sur le plan du mobile, il manquait déjà le mobile. Donc on voit bien par là qu'on avait tendance à lui en prêter plus qu'il n'en faisait. Une mauvaise réputation, mais aussi quelques faits d'armes impressionnants. Le passé de Xavier Philippe n'incite pas les policiers du 36 à le croire sur parole. Benoît Hurel, à l'époque, vous êtes substitut du procureur à Créteil. Quand vous découvrez la jeunesse orléanaise de Xavier Philippe, j'imagine que ça conforte un peu vos doutes. Nous apprenons rapidement que Xavier Philippe a été mis en cause dans une vingtaine d'affaires entre 1980 et 2005. Mais, une vingtaine d'affaires. Une vingtaine d'affaires. Affaires pour lesquelles il a bénéficié parfois de la réhabilitation judiciaire, ce qui interdit d'évoquer les condamnations. Affaires pour d'autres où il a été soit relaxé, soit n'a pas été poursuivi devant un tribunal. Et ça va de quoi à quoi, ces vingtaines de dossiers? Ça concerne quels faits? Les affaires pour lesquelles il est mis en cause, ça va de petits vols jusqu'à la torture d'un marchand d'armes. Et cette histoire de torture? En 1995, il y a un marchand, un armurier de la région de Créteil qui est tiré de son sommeil par 3 individus, qui est violenté, qui est torturé pendant toute une nuit et qui se fait dérober des dizaines d'armes. Quelques mois plus tard, une personne vient faire réparer une arme chez cet armurier et l'armurier se rend compte que cette arme lui a été volée la nuit des faits. La personne est entendue et on remonte jusqu'à Xavier Philippe qui a vendu cette arme quelques semaines après que l'armurier se fut fait dérober ses armes. Mais l'armurier, j'imagine, ne l'a pas reconnu parmi ces 3 agresseurs. Et l'armurier n'a pas du tout reconnu Xavier Philippe parmi ces 3 agresseurs, et Xavier Philippe n'a pas du tout été condamné pour l'agression de cet armurier. Sauf que l'armurier se souvient que Xavier Philippe est passé dans son magasin quelques jours avant son agression et s'est renseigné sur les armes qu'il vendait et lui a même demandé de lui faire visiter la réserve d'armes où seront volées quelques jours plus tard toutes ces armes. Et qu'est-ce que vous découvrez d'autre? Le juge d'instruction ne tarde pas à découvrir que Xavier Philippe pourrait être impliqué dans une autre tentative d'assassinat commise en avril 1998. Le dossier d'instruction de cette tentative d'assassinat dort donc toujours sur le bureau d'un juge parisien quand la brigade criminelle décide de s'y intéresser. Retour en 1998. Mardi 28 avril, la fête bat son plein au Banana Café dans le quartier des Halles. Le club gay est dirigé par 2 jeunes patrons, Tony Gomez et Grégory. Vers 23h30, les 2 amis rentrent chez eux à quelques pas de là dans leur duplex de la rue des Lombards. Mais exceptionnellement, Tony ne reste pas. Il repart animer la soirée du Banana. Tony Gomez aura cette chance-là inouïe de passer très peu de temps dans l'appartement et contrairement à l'habitude, va entrer et sortir. Resté seul, Grégory entend du bruit à l'étage. Là-haut, l'électricité ne fonctionne plus. Il monte une bougie à la main. Et là, dans le salon, un homme cagoulé le vise avec une carabine. Grégory prend la fuite, l'homme lui court après et lui tire dessus.
Grégory a le temps de dévaler les escaliers, il se prendra une balle dans le bras, il aura le temps de fermer la porte derrière lui, heureusement. Blessé, pieds nus, en pyjama, le jeune homme court jusqu'à l'entrée du Banana Café. Il est transporté immédiatement à l'hôpital, tandis que le personnel du club se précipite en bas de l'immeuble pour bloquer la porte d'entrée et empêcher le tireur de s'enfuir. Soudain, la patronne du bar voisin vient les prévenir. Un type bizarre s'est réfugié chez elle en passant par la sortie de secours. Il s'est attablé l'air de rien avec un immense sac de sport. La police arrive rapidement sur les lieux et interpelle le suspect. À ses pieds, il a fait tomber une cagoule noire. Dans le sac, les policiers trouvent un fusil, des médicaments et un étrange flacon de liquide vert. Interrogé, le tireur reste vague. Il explique seulement qu'il a agi sur ordre. Mais il refuse de donner le nom de son commanditaire. Le 1er mai 1998, l'homme est mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat. Reste à trouver le commanditaire. Tony Gomez, le patron du Banana, est interrogé à son tour. Il croit savoir qui se cache derrière le tireur. Le directeur financier du Banana, un certain Xavier Philippe. À l'époque, l'homme a bien été entendu par la police. Mais 7 ans plus tard, l'enquête est au point mort et le dossier croupit sur le bureau d'un juge d'instruction. Pour les policiers qui travaillent sur l'affaire Bell, cette nouvelle histoire tombe à pic. Elle apporte de l'eau à leur moulin, eux qui n'ont toujours pas de preuves contre Xavier Philippe. Ils relancent la procédure Banana Café. Les éléments qu'on va glaner dans ce dossier-là éclairent le personnage de Xavier Philippe. Tout ce qui le touche est intéressant pour notre dossier et la compréhension de notre dossier Christophe Bell. La brigade criminelle convoque donc le témoin principal de cette affaire, Tony Gomez. Entre-temps, il est devenu le roi des nuits parisiennes, gérant de l'Étoile, un autre club branché. Costume chic, à l'aise en toutes circonstances, Tony Gomez mène une vie de businessman, ami des stars. Mais dans le bureau du Quai des Orfèvres, à l'évocation du nom de Xavier Philippe, Tony Gomez n'en mène pas large. Il a une image d'horreur, il en ressort terrorisé, juste à l'idée d'évoquer ce nom-là. Il est décomposé, il n'en dort plus. Cette tentative d'assassinat résonne encore en lui. Et là, spontanément, il s'est ouvert et on avait l'impression que nous allions le sauver, lui apporter une aide considérable vis-à-vis de ce poids qui pesait sur ses épaules depuis tant d'années. Tony Gomez raconte son histoire. Il a vécu pendant plus de 20 ans avec Bertrand, le lumineux jumeau de Xavier Philippe. Ensemble, ils ont monté le Banana Café au début des années 90. Le club a rencontré presque aussitôt le succès et est devenu la boîte à la mode, la boîte des stars. Pierre Palma, Bigard et Laurent Baffy, c'était vraiment ceux qui étaient là en permanence, quoi. C'était vraiment la boîte du moment, quoi. Il y avait piano bar en dessous qui chantait, tout le monde venait. C'est vraiment une ambiance d'enfer. Tony, c'est lui le number one, comme on dit. Alors quand Xavier Philippe, désœuvré, a cherché du travail, son frère Bertrand lui a proposé un poste de directeur financier au Banana Café. Xavier, il était plutôt un peu en retrait, hein. Lui, il s'occupait des finances. Il n'aimait pas trop les photos, hein. C'est pas la personne qui se mettait toujours en avant les photos, il voulait pas trop, hein. C'était un peu retiré. Mais en 1995, Bertrand se suicide. Sans lui, les relations entre Tony Gomez et le jumeau survivant se dégradent. Il y avait de forts soupçons sur Xavier Philippe. Il le soupçonnait de ponctionner dans la caisse et également d'être à l'origine des assurances vie, de fausses assurances vie qu'il avait contractées à son bénéfice. Tony Gomez raconte d'ailleurs qu'il voulait licencier Xavier Philippe quelques semaines avant la fusillade de la rue des Lombards.
Xavier Philippe n'a pas su négocier le virage entre une association qui devait finir parce que les logiques n'étaient plus partagées et a préféré utiliser des moyens beaucoup plus radicaux pour arriver à se sortir d'une situation qui était bloquée. C'était ça ou partir. Tony Gomez est persuadé que la tentative d'assassinat de 98 a été manigancée par Xavier Philippe et qu'elle le visait, lui, pour mettre la main sur le Banana Café. Dans les auditions de Tony Gomez, clairement, des mots assez tranchants ont été utilisés. Hein. Quelqu'un de jaloux, d'ambitieux, de vicieux, que la violence n'arrête pas, des propos assez durs, assez réalistes. Un ressentiment qui impressionne les policiers. L'affaire Bell et l'affaire Gomez ont décidément beaucoup de points communs. Les contrats d'assurance, une logique qui revient comme un leitmotiv. On retrouve ces signatures imitées. On retrouvera des contrats au bénéfice de Xavier Philippe et de sa famille. On retrouvera des logiques qui sont identiques et en copier-coller avec l'affaire Bell. Lors de la perquisition dans l'appartement de la rue des Lombards en avril 98, les policiers avaient retrouvé sur le sol des médicaments et un liquide vert. En fait, des anxiolytiques et de l'arsenic. De quoi préparer un puissant somnifère. Dans la salle de bain, la baignoire était pleine. Un scénario qui se dessine petit à petit avec, pourquoi pas, une dispute entre deux amis. Le premier fait feu sur le second et puis veut se suicider après, pris de remords d'avoir tué quelqu'un. Et puis va dans son bain avec le poison à l'intérieur. Les policiers pensent que quelqu'un voulait faire croire à un crime passionnel entre Tony Gomez et son ami. Tony aurait pu tuer Grégory avant de se suicider dans sa baignoire. Un peu tiré par les cheveux, et c'est à l'image de beaucoup de choses qu'on a vues. Et rappelez-vous le début de notre enquête Bell, on est dans un bois où clairement tout est un petit peu prévu pour qu'on ait un beau spectacle. Dominique, pourquoi les enquêteurs pensent que Xavier Philippe est le commanditaire dans l'affaire du Banana Café, sur les seules accusations de Tony Gomez? Ben non, Frédéric, parce que des accusations, une dénonciation, ça ne suffit pas à construire une enquête, évidemment. Et puis là, ils ont quand même affaire à la brigade criminelle, c'est pas les policiers du coin de la rue. Donc, c'est vrai qu'au moment de la confrontation, dans le cabinet du juge, Xavier Philippe et le tireur de la rue des Lombards vont dire « on ne s'est jamais rencontrés, on ne se connaît absolument pas ». Mais les flics vont vérifier, évidemment. Ils vont d'abord découvrir que tous les deux sont originaires de la même ville, Orléans. Coïncidence? C'est quand même étonnant. Regardez, ça ce sont les écrous, les écrous des deux. Ici, à gauche, les dates d'écrous de Xavier Philippe et à droite, les dates d'écrous du fameux tireur de la rue des Lombards. En mai 1982, au printemps 82, ils ont tous les deux fait de la prison à la maison d'arrêt d'Orléans. Et leur période de prison se recoupe à un moment. Ils font un peu plus de 15 jours de prison au même endroit, dans cette maison d'arrêt d'Orléans. Mais 15 jours, c'est quand même pas énorme. La maison d'arrêt d'Orléans, c'est une petite prison. Et dans une petite prison, deux garçons de la même ville vont forcément se rencontrer. C'est ce que pensent les policiers. Forcément se parler, forcément se connaître, échanger. Et les policiers vont trouver autre chose. Ils vont découvrir, en faisant les fanettes, les factures détaillées du téléphone portable du tireur, qu'il a téléphoné 6 fois en 3 jours à Xavier Philippe sur son lieu de travail, sur son téléphone professionnel. Il lui a téléphoné le 4, le 16 et le 18 avril 1998. Et le 18 avril 1998, ça, c'est 10 jours avant la tentative de meurtre sur Grégory, l'ami de Tony Gomez. Donc, pour les policiers, c'est absolument clair, ces deux-là mentent, ils se connaissent. Maître Beaulieu, les policiers trouvent une ressemblance entre l'affaire du Banana Café et l'affaire Christophe Bell. Un mobile financier, une mise en scène du crime. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les policiers sont partis de la fin pour arriver au début. C'est-à-dire les policiers sont partis de l'affirmation selon laquelle Xavier Philippe était coupable et qu'après ils ont reconstruit en puisant dans son passé un certain nombre de choses et d'événements pour les faire coller les uns avec les autres
et pour faire penser qu'il y avait des similitudes. Et donc, quel aurait été l'intérêt de votre client de se débarrasser de Tony Gomez? Ah bah alors ça, aucun. C'était même catastrophique pour lui, la disparition de Tony Gomez. La disparition de Tony Gomez était catastrophique, puisque Xavier Philippe travaillait dans une société qui s'appelle qui était le Banana Café. Il n'avait aucune participation dans le capital de cette société. Donc il n'avait rien à en tirer si elle était vendue, premièrement. Deuxièmement, la disparition de Tony Gomez, c'était la disparition du Banana Café, dont il était l'âme et l'animateur. Troisièmement, c'est Tony Gomez, sur son nom personnel, qui avait l'autorisation de nuit qui permettait au Banana Café de fonctionner. Ça veut donc dire que la disparition de Tony Gomez entraînait la disparition du Banana Café, entraînait la disparition de toutes ses activités et faisait que Xavier Philippe n'avait plus de travail et plus de revenus. Et enfin, étant propriétaire des murs, il perdait son locataire. Alors pourquoi Xavier Philippe se retrouve soupçonné? Il faut d'abord se souvenir que les faits dont vous me parlez se sont déroulés en avril 1998 et que Xavier Philippe n'a été mis en examen, c'est-à-dire qu'on lui a reproché quelque chose dans cette affaire, qu'à partir du mois de mai 2006, c'est-à-dire 8 ans après. Pourquoi? Parce que les services de police avaient exhumé cette affaire, l'avaient interprétée et racontée à leur manière dans le dossier de Christophe Bell, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est tourné vers M. Philippe, alors qu'aucun juge d'instruction, pendant ces 8 années-là, n'avait imaginé de le mettre en examen. L'affaire du Banana Café donne un coup de pouce décisif à l'affaire Bell. Les enquêteurs signent un procès-verbal de rapprochement entre les deux dossiers le 28 novembre 2005. C'est simple, c'est la veille de l'arrestation de Xavier Philippe. On le sait, c'est pas un secret, c'est ce procès verbal qui convainc le juge d'instruction de Créteil de faire arrêter Xavier Philippe. Le 29 novembre 2005 au petit matin, Xavier Philippe est donc interpellé chez lui et placé en garde à vue au quai des Orfèvres pour l'assassinat du pâtissier. Il ne paraît pas inquiet. Une assez grande sérénité du côté de Xavier Philippe, qui est convaincu qu'il va sortir à la fin de la garde à vue et qu'il va s'expliquer, qu'il n'a rien à se reprocher, que tout ira bien. On était moins serein que nos clients à la vue de l'attitude des policiers. On a un peu l'habitude et on sait que des policiers de cette expérience, on est quand même à la brigade criminelle de Paris, qui sont comme ça attendus comme des arcs. C'est pas le signe de policiers qui vont lâcher l'affaire, comme on dit, ou qui vont s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent un résultat, c'est clair. Dans le bureau de garde à vue, le chef d'enquête met la pression. Mais Xavier Philippe ne se laisse pas démonter. Cette garde à vue se passe très bien. C'est un homme extrêmement courtois, qui répond à nos questions, mais en restant constamment dans le déni. Il ne va jamais reconnaître, évidemment, son implication dans l'assassinat de Christophe Bell, mais pas davantage son implication dans les malversations. Xavier Philippe finit pourtant par lâcher un détail qui n'échappe pas aux policiers. On va utiliser à la fin de l'instruction ce que moi j'ai l'habitude d'appeler un indice à la Colombo. Vous savez, quand le suspect dit quelque chose à l'enquêteur et l'enquêteur lui répond « Mais monsieur, comment avez-vous su cet élément si ce n'est vous le coupable ?» Il parlera de Christophe Bell tué par 3 balles. Or, grosse surprise, au départ de l'enquête, tous les messages, la presse se font l'écho d'un homme tué par 2 balles dans la tête. Cette 3e balle, il la connaît d'où, elle sort d'où, en tout cas pas de nous, pas de la famille non plus, puisque personne n'est avisé de ça, et puis surtout pas la famille, avec des détails aussi sordides, vous imaginez bien qu'on va les garder pour nous. Et puis c'est des petits détails comme ça, on a la chance d'avoir un petit off, si vous voulez, on garde un petit secret en main, et puis là, ça ressort. C'est vraiment de la forfaiture, parce que 15 jours après le meurtre, les proches de Christophe Bell se constituent partie civile, ont donc accès à la procédure par leurs avocats, et on sait qu'il y a de très nombreux contacts entre Xavier Philippe et Nathalie Bell, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas possible
que ces parties civiles n'aient pas, à un moment quelconque, dit à Xavier Philippe, il y a eu 3 coups de feu, et d'ailleurs c'est ce qu'il a toujours dit. La police a également appris que Xavier Philippe est collectionneur d'armes. Or, le pâtissier a probablement été tué avec une arme de collection, un revolver 6,35. Les enquêteurs perquisitionnent au domicile de Xavier Philippe et tombent sur un arsenal. Des armes à cette occasion seront découvertes, de nombreuses armes, des fusils de collection, également un 6,35, une autre arme de poing, un Vélodog, c'est une petite arme que les cyclistes mettaient dans leurs chaussettes. Des expertises vont être effectuées. Alors le 6,35 aurait pu correspondre, mais ce n'est pas le cas. C'est une arme qui ne correspond en rien à celle qui a pu tirer les balles qui ont tué Christophe Bell. Toujours pas l'arme du crime, toujours pas de preuves matérielles. Mais pour les policiers, le dossier est tout de même assez lourd. Le coup de téléphone, les malversations à la boulangerie et le passé chargé de Xavier Philippe suffisent aussi à convaincre le juge. Le 1er décembre 2005, 8 mois après la mort de Christophe Bell, Xavier Philippe est donc mis en examen pour assassinat et incarcéré à Fresnes. Dominique, les policiers veulent cerner un peu mieux le personnage et ils vont aller interroger son ex-femme Céline. En fait, elle va se montrer très bavarde, je crois. Oui, Céline, elle va beaucoup parler aux policiers. Ils ont vécu ensemble pendant 8 ans. Ils ont eu une petite fille tous les deux. Donc elle est entendue le 7 décembre 2005. Ils ont vécu ensemble dans les années 80. Alors, elle raconte que quand ils ont vécu ensemble, Xavier Philippe a flirté de façon incessante avec la justice, qu'il a eu des ennuis, qu'il n'a pas cessé de faire des allers-retours en prison. Et c'était quelqu'un qui l'inquiétait, qui l'intriguait. Elle dit dans le procès-verbal d'audition, ici, cette partie que j'ai surlignée en jaune, elle dit aux policiers, il commençait vraiment à y avoir beaucoup de cadavres, ou plutôt beaucoup d'affaires d'homicide autour de lui. Et quand elle leur dit ça, elle leur lâche quelque chose. Elle leur dit, voilà, moi, je suis parti un soir, j'ai pris ma fille sous le bras, je suis parti avec mes affaires parce qu'il est rentré et voilà ce qu'il m'a dit. C'était le 17 novembre 1988. Il est arrivé en disant « J'ai buté un mec, j'ai tué Pascal Leroy ». Ensuite, il m'a menacé de me tuer si je parlais, alors je n'ai rien dit. Qui est Pascal Leroy ? Pascal Leroy, à l'époque, Xavier Philippe, il a une boîte de transport, une société de transport. Et il travaille avec un garçon qui s'appelle Pascal Leroy. Donc il vient de dire à Céline, j'ai tué Pascal Leroy. Et ce Pascal Leroy, il a en effet disparu ? Évidemment, les policiers vont ressortir le dossier Pascal Leroy. Effectivement, c'est quelqu'un qui a disparu, dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. C'est pour ça qu'elle est partie, Céline. Et alors Xavier Philippe, il dit quoi, lui ? Évidemment, Xavier Philippe, il nie avoir un quelconque rapport avec la disparition de Pascal Leroy. Mais les policiers de la crime vont quand même ressortir le dossier de Pascal Leroy. La brigade criminelle n'en revient pas. Encore une affaire à épingler au tableau de Xavier Philippe, et pas des moindres. En 88, une information judiciaire pour homicide volontaire a bien été ouverte après la disparition de Pascal Leroy. Mais l'affaire a abouti à un non-lieu en 94. 17 ans après, il est trop tard pour trouver d'autres éléments. Les policiers ne peuvent plus résoudre cette disparition. Fin de piste, si vous voulez, fin d'enquête. On n'a pas trouvé le corps, on n'a pas eu non plus les moyens de le chercher du fait de la prescription. On en reste là, mais on a quand même finalement ce mort de plus dans le sillage de Xavier Philippe. Comment se fait-il qu'il soit à chaque fois mêlé à des affaires qui finissent très mal ? Ça commence à faire beaucoup de morts autour de lui. L'homme qui porte malheur à ses associés. Le personnage colle désormais à la peau de Xavier Philippe. Et même prescrite, la disparition de Pascal Leroy l'enferme un peu plus dans le rôle de l'assassin. Quand on va découvrir ces dénonciations dans le dossier, on a évidemment conscience que ça va faire un effet dévastateur. Calomnier, il en reste toujours quelque chose, on connaît la chanson. Donc, il n'y a aucune preuve dans ce dossier. Il y a la parole de Céline qui raconte une scène, mais on sent bien que les policiers, les procureurs, les juges d'instruction sont convaincus qu'il est coupable. L'instruction touche à son terme et la brigade criminelle pense désormais avoir affaire à un homme qui prémédite ses mauvais coups.
pour les policiers, Xavier Philippe a tendu un guet-apens à Christophe Bell. Christophe Bell, il faut se souvenir que depuis quelques semaines, il est un petit peu embêté. Sa moto, elle est abîmée, on lui crève les pneus, il en a clairement assez. Il y avait quand même une montée en puissance concernant les dégradations et l'anxiété de Christophe Bell, certainement entretenu par Xavier Philippe. Il a réussi, je crois, à conditionner Christophe Bell en le persuadant qu'il était victime de la concurrence d'un autre pâtissier qui pouvait lui en vouloir. Il a réussi à l'en convaincre. Hein. Écoute, viens, on va se venger un petit peu, je vais t'aider, t'inquiète pas, on va aller lui crever les pneus aussi, on va faire un truc, on va faire un coup pour qu'il arrête de t'embêter. La nuit du 17 mai, les deux hommes se seraient donné rendez-vous en moto et Xavier Philippe l'aurait guidé jusqu'à Sucy-en-Brie. Viens, je t'emmène, on va régler ça, et puis c'est pas loin, il y a un parking pour se garer, on ira. Puis après, la seule chose, c'est que forcément, ils prennent pas la bonne direction, ils vont pas dans le sens du pavillon, ils rentrent dans le bois, et puis le bois, bah, c'est là où trouve la mort Christophe Bell. Pour nous, c'était un projet qui était préparé, élaboré, réfléchi, pensé, incontestablement. Xavier Philippe est un garçon extrêmement intelligent qui a, encore une fois, essayé de commettre le crime parfait. Il a presque réussi. Jusqu'au matin du 17 mai, lorsque Xavier Philippe rallume son téléphone portable. Il va découvrir, je pense avec une certaine stupeur, qu'il y a un message de Christophe qui est enregistré sur son téléphone portable. Je suis là dans 5-10 minutes, salut. C'est clairement le grain de sable. Il sait que ce message sera retrouvé à tout le moins, que sur des listings, sur des fadettes, on retrouvera trace d'un appel dans la nuit de Christophe Bell à lui. Donc, il ne l'efface pas et il va essayer d'expliquer l'inexplicable, à savoir que ce message en réalité est un accident, ne correspond à aucune réalité, ne lui était pas destiné. On a une désignation outre-tombe par celui qui est mort de celui qui l'a tué. Maître Beaulieu, comment abordez-vous le procès pour le meurtre de Christophe Bell? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir convaincre les jurés que Xavier Philippe est victime d'un harcèlement policier? La thèse policière affirmée de la culpabilité de Christophe Bell a été mise en place dès le départ de l'instruction. Et que toute l'enquête policière, toute l'instruction a été faite sous l'aune de cette conviction policière. Et qu'à partir de cette conviction policière, on a aligné tous les éléments dans le même sens, on les a tous éclairés de la même manière pour qu'ils aboutissent à ce qui était considéré par les policiers comme une certitude, leur certitude, à savoir la culpabilité de Xavier Philippe. Et donc, l'enjeu de ce procès, c'est de déconstruire cette espèce de logique fausse et de démontrer que chacun des éléments ne pouvait pas être lu systématiquement dans le sens de la culpabilité. Et ce coup de fil qu'il reçoit en pleine nuit, c'est quand même accablant. Non, c'est pas accablant. Je voudrais quand même vous dire quelque chose de très simple. Ce coup de fil qu'il reçoit, s'il est coupable, qu'est-ce qu'il fait? Il l'efface, il sait qu'il y en aura la trace, et il dira aux enquêteurs, ben oui, il y avait un coup de fil, c'était un coup de fil blanc, il n'y avait pas de message, donc j'ai effacé, et puis voilà. Et on saura quoi? On saura que Christophe Bell a essayé de le joindre pendant la nuit, c'est tout. Donc on dira qu'effectivement, il a essayé de le joindre, peut-être parce que quelqu'un l'avait attrapé, peut-être parce qu'il était en danger, peut-être parce qu'il voulait lui parler, et c'est terminé, il n'y a plus d'affaire. Donc s'il est coupable, il l'aurait effacé. Et que comptez-vous plaider alors? Ah ben, évidemment l'acquittement. Évidemment l'acquittement. Alors, Xavier Philippe, un tueur en série ou un fantasme policier? C'est aux jurés de trancher. Le procès de Xavier Philippe s'ouvre le 23 juin 2008 devant la cour d'assises de Créteil. Xavier Philippe, jugé pour l'assassinat du pâtissier Christophe Bell. Mais dans la presse, sa réputation le précède. C'est vrai que lorsque le premier procès d'assises s'ouvre,
La France entière connaît Xavier Philippe comme un serial killer d'associés. C'est quand même gonflé, et le mot est faible, parce qu'en ce qui concerne le roi, il n'a pas même été mis en garde à vue dans cette affaire, on n'a rien. En ce qui concerne Gomez, l'instruction est toujours en cours, il est certes mis en examen mais présumé innocent. En ce qui concerne Christophe Bell, il n'est pas encore jugé. Les jurés et le public découvrent dans le box un petit homme calme et poli. C'est l'image d'un petit comptable en gilet, sans grande envergure, qui vient très poliment, de manière presque obséquieuse, présenter des explications avec une vraie bienveillance à l'égard des gens. Il est un peu là par hasard, un peu là par accident. On a vraiment l'impression, dans la forme, qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il y avait un décalage entre ce pourquoi on était là, donc au minimum un meurtre, peut-être un assassinat, et l'attitude de Xavier Philippe, qui était un petit peu comme un gentleman qui converserait dans un salon. La présidente et Xavier Philippe se sont mis à dialoguer énormément. Lui était dans une attitude extrêmement pleine de sollicitude, très 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 polie, etc. Donc quand elle lui posait des questions, par exemple, il disait « Ah, je vous remercie d'avoir pensé à me poser cette question, Madame la Présidente ». Il lui faisait tout le temps des compliments. Xavier Philippe nie toujours avec énergie. Et ses avocats font preuve de la même conviction pour défendre son innocence. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me convainc de manière absolument irréfragable. Il n'est pas sorti de chez lui cette nuit-là. On n'a pas un indice dans ce dossier que Xavier Philippe est sorti de chez lui. Vous n'avez pas une caméra qui l'a filmé, il n'y a pas un témoin qui l'a vu, et il n'y a pas une trace de lui sur place. Donc, il n'est pas sorti de chez lui cette nuit-là. Pour appuyer sa démonstration, Maître Sarda, l'avocat de Xavier Philippe, s'est livré à une expérience. Il a filmé l'appartement de Xavier Philippe et il projette le film aux jurés. Le couple dort sur une mezzanine en bois. Monsieur Philippe dort au fond, donc il doit contourner ou passer au-dessus de sa compagne s'il veut en sortir. Ensuite, il descend un petit escalier en bois qui grince beaucoup. Il doit encore affronter un petit chien adorable qui est toujours ravi de le voir et qui aboie dès que quelqu'un apparaît sur le palier. Il doit ouvrir une vieille porte blindée qui grince et qui frotte sur le sol, la refermer, et on ne peut la refermer qu'en tirant assez fort dessus. Idem au retour. Je vais vous dire, c'est impensable que cette femme ne se soit pas rendue compte que son compagnon sorte, c'est pas possible. Mais l'alibi est vite écarté par l'accusation. Elle rappelle le message téléphonique de Christophe Bell, les trous dans la comptabilité de la boulangerie, et surtout, elle revient sur le passé de Xavier Philippe. La cour d'assises découvre peu à peu que le gentleman courtois assis dans le box a eu une vie bien agitée. Chaque heure se rajoutait quelque chose, quoi. Quand on avait entendu l'histoire de l'immolation par le feu dans la boîte de nuit, quand on avait entendu toutes les escroqueries, les trafics, les prisons, la deuxième boîte de nuit qui crame après la première. Il y a des moments où il parle et il s'étrangle un peu, il fait « Excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai du mal parce que j'ai eu la trachée écrasée lors d'un accident d'avion. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accident d'avion ? Et on apprendra un peu plus tard qu'il a eu un accident avec sa femme alors qu'il était dans les Alpes. Et puis tout d'un coup, incidemment presque, on dit « Ah oui, et puis tel jour, en 91, vous étiez à un feu rouge, en moto, vous avez démarré et vous avez tué le grand-père qui passait devant. » Cette vie est incroyable et semée d'événements extrêmement violents. Je crois que ça a fonctionné comme un rouleau compresseur sur la conviction des jurés. Ça a fonctionné comme un millefeuille, en ajoutant tous les jours de l'audience des éléments nouveaux. Tiens, il a fait ça, tiens, il a fait ça, tiens, il a fait ça. Et alors que c'est objectivement pas des charges, ça devient inconsciemment une charge et ça finit par devenir terriblement accablant, convaincant. Et nous, à la défense, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça ? Le défilé des témoins enfonce encore un peu plus Xavier Philippe. Il y a d'abord Céline, son ex-femme. Même si l'affaire Leroy est prescrite, la cour d'assises a décidé d'évoquer la disparition de cet ancien associé. On a vu arriver cette jeune femme très jolie avec
Ses belles boucles blondes, son visage d'ange. Elle tremblait des pieds à la tête, elle tremblait comme une feuille. Et elle a été extrêmement... À la fois, elle parlait de manière très sobre, c'est-à-dire qu'elle parlait tout doucement. Et en même temps, les mots qu'elle disait étaient extrêmement durs. Elle a dit c'est un pervers, c'est un criminel, c'est un tordu. Pour elle, il l'a tué. Et ça ne fait pas de doute. On ne saura jamais la vérité dans la disparition de Pascal Leroy, mais ce qui est sûr, c'est que l'évocation de cette affaire devant la cour d'assises fait très mauvais effet pour Xavier Philippe. Autre témoin clé à la barre, Tony Gomez. Tony Gomez arrive à la barre et je crois qu'une des premières choses qu'il dit, c'est tous ceux qui ont approché Xavier Philippe ont eu leur vie anéantie. Il a l'impression que Xavier Philippe, il le présente comme ça, est une sorte d'ange noir qui a pesé sur toute sa vie et qui a fait basculer sa vie vers le malheur. Tony Gomez, son témoignage est assez empoisonné parce qu'il distille des informations qui sont pas judiciaires, mais qui ont un effet dévastateur pour Xavier Philippe. Tony Gomez raconte que Xavier Philippe a eu une enfance où on lui autorisait tout. Il parle de son père en disant le principe d'éducation du père, c'est il est interdit d'interdire quoi que ce soit à mes enfants. Et il dit du coup, Xavier Philippe n'avait aucun interdit, aucune frontière, aucune limite. S'il veut quelque chose, il le prend. S'il veut tuer quelqu'un, il tue. Tony Gomez n'est qu'un simple témoin. Pourtant, il est venu avec son avocat qui prend des notes. On sent que la partition qui se joue à ce moment-là dans le procès, c'est pas l'affaire Christophe Bell, c'est une autre affaire, c'est l'affaire du Banana Café. Sur leur banc, les avocats de Xavier Philippe sont excédés. Ils n'ont pas grand-chose finalement. Donc il faut non pas broder, je serais méchant de dire ça, mais il faut aller chercher de façon de plus en plus large les éléments. Donc on va remonter dans son enfance, on va écouter des gens qui vous racontent qu'il a tué des gens il y a 25 ans, qui n'avaient pas eu l'idée de le dire plus tôt, et on va les croire, etc. etc. Et c'est vrai qu'à la cour d'assises, l'assassinat stricto sensu de Christophe Bell était finalement minoritaire dans les débats. Benoît Hurel, à ce procès, la défense va beaucoup accuser les policiers de s'être servi du passé de Xavier Philippe pour gonfler l'affaire. Qu'est-ce que vous en dites ? La brigade criminelle qui a travaillé sur ce dossier avec beaucoup de sérieux et de méticulosité a examiné chronologiquement plusieurs pistes avant de tomber sur Xavier Philippe. Et ces pistes ont, une à une, été écartées, et aussi d'ailleurs par la cour d'assises, parce que ces pistes ont été rediscutées devant la cour d'assises. À votre avis, quels sont les moments clés qui ont emporté en fait la conviction du jury ? Le premier point qui apparaît clairement dans le procès de Créteil, c'est que la boulangerie de Xavier Philippe et de Christophe Bell, qui a subi des dégradations un mois et demi avant les faits, a très vraisemblablement été dégradée par Xavier Philippe lui-même. Ces dégradations ont lieu pendant des vacances où Xavier Philippe n'avait cessé de dire qu'il était parti en province. Et l'examen attentif des relevés téléphoniques a démontré qu'entre cette période de 15 jours de vacances, il était revenu à Paris et avait passé un coup de téléphone le dimanche matin de la boulangerie l'Avion d'Hélice. Mais dans quel but il aurait dégradé son propre bien ? Eh bien, l'intérêt, c'est d'exciter la colère de Christophe Bell pour l'inciter à aller se venger de cet autre boulanger avec lequel il est en conflit et le faire venir sur les lieux du crime, à savoir Sucy-en-Brie, puisque c'est à proximité immédiate des lieux du crime qu'habitait cet autre boulanger. Et vous vous souvenez d'autres moments clés ? Je me souviens d'un moment où Xavier Philippe ne cessait de dire depuis 3 jours que l'appel téléphonique de la nuit des faits ne pouvait pas lui être destiné, parce que quand Christophe Bell lui téléphonait, et quand il téléphonait à Christophe Bell, il ne se disait jamais « salut » comme dans le message téléphonique, mais toujours « je te fais un bisou, je t'embrasse, bisous ». Et la présidente a fait écouter les messages téléphoniques envoyés le jour des faits par Xavier Philippe à Christophe Bell pour s'inquiéter du fait qu'il n'était pas à la boulangerie. Et les messages se terminaient invariablement par « salut ». Alors j'ai interrogé Xavier Philippe pour savoir pourquoi il nous avait dit exactement le contraire depuis plusieurs jours, et il a été absolument incapable de me répondre. Quelle peine demandez-vous lors de votre réquisitoire ?
Nous demandons une peine de 30 années de réclusion criminelle parce que nous considérons que le caractère extrêmement froid, extrêmement rationnel des faits, ainsi que l'abus de confiance radical dont a été victime Christophe Bell pendant les derniers mois de son existence, justifiait le prononcé d'une des peines les plus importantes prévues par le Code pénal. Pour vous, cet assassinat a été prémédité, préparé de longue date? Je vous rappelle que l'assurance vie de Christophe Bell, qui aurait dû être souscrite au bénéfice de sa femme et qui, en réalité, l'a été au bénéfice de Xavier Philippe contre la volonté exprimée par Christophe Bell, l'a été près de 18 mois avant l'assassinat. Ce 5 juillet 2008, après 15 jours de procès, les enquêteurs, les avocats, les familles attendent avec appréhension la décision du jury. Devant le palais de justice de Créteil, Nathalie, la sœur de Christophe Bell, passe un dernier coup de fil. Il y a eu les réquisitoires, le procureur extraordinaire, je t'expliquerai. Il a requis 30 ans avec une peine de sûreté de 20 ans. Et puis on va attendre le verdict, quoi. Mais ça peut être dans 2-3 heures, hein. C'est pas... J'en peux plus d'attendre. Il est 1h du matin et le verdict vient de tomber. Dans le box, Xavier Philippe s'est évanoui. Les familles, elles, sortent bouleversées. Qu'est-ce qui s'est passé? 30 ans. Oh, il a pris 30 ans, c'est incroyable. Okay. Vraiment, je suis vraiment contente. Je suis soulagée que ce mec-là, il reste enfermé, vraiment, je suis... 30 ans pour un assassinat et pour une vie décidément très mouvementée. Qu'attendiez-vous de Xavier Philippe pendant ce procès? Qu'il dise la vérité? Non. Ah non, j'étais persuadée. C'est un homme qui a un passé quand même sulfureux. Il a été plusieurs fois incarcéré. Enfin, non, je savais qu'il lâcherait pas. J'ai prié pour être entendu. J'ai prié pour que le verdict soit à la hauteur de toute cette procédure, de tout ce combat qu'on avait mené. Mais j'attendais rien de lui, aucune vérité. Je veux dire qu'un verdict, ça change rien dans la douleur. C'est-à-dire que je pensais pas que ça puisse atténuer ma douleur. Mais je savais que pendant la période où il serait incarcéré, il renouvellerait pas ses faits et je serais un peu tranquille. Xavier Philippe a fait appel, mais en 2010, la justice a confirmé sa condamnation. Sans se décourager, il s'est pourvu en cassation, demande rejetée, là encore. Le tueur d'associés ne peut plus échapper désormais à ses 30 ans de réclusion criminelle.